Bonjour à tous, je fais une petite mise en garde avant qu'on commence ça, juste pour vous prévenir que Perry et moi, on parle énormément du film Dune et des livres dans la deuxième partie du podcast. Ceux qui veulent pas se faire spoiler, je vous déconseille d'écouter ça parce qu'on n'y va pas de main morte. Là. On n'a peut-être pas trop pensé comment on allait gérer le produit final, là, mais c'est ça qui est ça. Puis si je peux me permettre une petite plug, il y a quelques mois, j'ai fait une entrevue avec Charles, avec Patrice Vermette, le production designer de Dune, qui travaille souvent avec Denis Villeneuve. Je vous suggère d'aller l'écouter aussi, ça donne quand même un bon background et une appréciation à l'œuvre. Si c'est pas déjà fait, allez voir Dune partie 2 au cinéma, il est encore à l'affiche à bien des places. C'est sans nul doute l'un des meilleurs films de science-fiction que j'ai vu de ma vie. Bon podcast! Perry Fermagnan est le propriétaire du Cinéma Payne de Sainte-Adèle. Et moi, Hugo Galipeau, j'ai lâché 2 bacs en cinéma. Comme dans une salle de cinéma, nous sommes dans le noir, avec du beurre. On parlera pas des Oscars parce que c'est aujourd'hui, puis l'épisode va être publié bien après. Là. Mm-hmm. Mais de voir. The Holdover, je sais pas si t'as vu. Oui, je l'ai vu. Oui. Bon, mais t'as vu le film, mais t'as-tu vu ce qui se passe avec en ce moment? J'ai vu un article vite fait, mais j'ai oublié c'est quoi. Bon, ils sont accusés d'avoir plagié le scénario d'un livre. Ah! Yeah. Mais j'ai été checké. En fait, non, pas d'un livre, d'un autre scénario qui aurait été pitché au producteur il y a une couple d'années, qui a été refusé, mais que finalement. Le producteur l'a pris. mais c'est ça l'affaire, j'ai été checker les comparaisons ce matin. Mm-hmm. Aucun calice de rapport. T'es les deux scénarios? Ouais. Pour les comparer, Ouais. là, dont le premier. Les scènes qui sont dites comme étant plagiées, là. Mm-hmm. Ok, le concept similaire. Mais genre, tu sais, admettons, la scène dont il parle principalement, c'est quand que le jeune, il parle au téléphone, puis il essaie de se booker un hôtel, genre. Puis là, t'as le prof qui arrive, puis qui dit c'est-tu un hôtel, ça? Genre, hey, non, tu peux pas aller là, c'est moi qui s'occupe de toi, de ça. Ils disent que ça a été plagié, mais les deux scènes sont écrites complètement différentes. Je considère que c'est plus qu'assez transformatif. Peut-être que c'est pas correct qu'il ait été influencé par, parce que le scénario, il a pas été choisi, puis il a pas été publié. Ouais. Mais en termes d'écriture, c'est pas du plagiat, là. Ben, surtout que l'histoire, c'est rien de nouveau, là. Non, c'est ça. C'est rien de standard. nouveau. Il est bien fait, le film. J'ai trouvé très bon. C'est cool. Ils ont vraiment donné un 70s vibe to it. Ils sont allés all-in. D'un bout à l'autre, même le logo d'Universal au début. Puis toutes les autres compagnies comme Miramax, puis c'est toutes des compagnies. Les logos originaux. Du temps. Tu sais, genre, c'est cool. Ils ont vraiment hit the nail. Là. C'est un super bon film, feel good du temps des fêtes. Bien fait. Écœurant. Mais le concept, c'est sûr qu'il y a plein d'autres films qui existent de même. Là, juste quand tu m'as raconté l'histoire la première fois, je me suis dit, ça m'a fait penser, il y a des comédies qui ont été faites de même. Il y a des, tu sais, une histoire, pour ceux qui l'ont pas vu, ben, c'est l'histoire d'une école, un pensionnat dans le fond. Et puis, rendu à Noël, il y a toujours, c'est un pensionnat très prestigieux, très, je vais pas dire luxueux, mais très, en tout cas, les gens qui sont là, c'est des gens très fortunés, tu sais, qui viennent de familles fortunées. Et puis, à Noël, il y a toujours environ entre 5 et 10 jeunes qui restent le temps des fêtes. Les parents de riches, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur enfants. C'est ça. Exactement. Parce que tu as des parents... en voyage. Exactement, qui préfèrent partir en voyage. Ça faisait penser à Bully, le jeu Bully. Vraiment. Fait que, puis il y a toujours un professeur qui est pas pigé au hasard, mais qui a comme une espèce de liste. Là. Puis à chaque année, il y a un professeur qui doit passer son temps des fêtes au complet à l'école avec les jeunes pour les superviser. Puis c'est vraiment plate parce que tu manques tout ton temps des fêtes au complet. Puis l'acteur principal, Paul Giamatti, ben, il joue un professeur qui est comme haï par tout le monde, qui aime pas vraiment ses élèves. Je pense pas qu'il aime bien sa job non plus. Il est frustré. Parce qu'il aurait voulu plus dans la vie. T'sais. C'est ça. Puis malheureusement, ça tombe sur ses élèves. C'est ça, ouais. Fait qu'il y a personne qui l'aime. Les autres profs, ils l'aiment pas. Le directeur l'aime pas. Les élèves l'aiment pas. Fait qu'il est pogné pour le faire. Puis Astreto, il est trop sévère. Là. Ils s'en vont pendant le school break. Puis OK, vous allez avoir tout ça à lire. C'est ça. Hey, dude. Fait que le film, il est très bon. Il est très bien fait. Lui, il a gagné. C'est le Golden Globe du Best Actor. Je pense que oui. Ouais.
Parce que Cillian Murphy d'Oppenheimer, il en a gagné un, mais lui, il a gagné... Il a gagné des prix. Il a gagné je pense que des c'est prix. le SAG Award qu'il a gagné. Le SAG Award, ouais. mais le Best Actor, c'était lui parce qu'il Non, il y a un Golden Globe parce qu'il y a des photos de lui au In-N-Out Burger avec son Golden Globe c'est à la ça, table. oui, exact. C'est direct ça que j'allais dire. Là, tout le monde, c'est comme, aïe, ça, c'est un meme, il dit. D'après moi, les deux ont gagné parce que au Golden Globe, c'est Best Actor dans Comédie. drama, puis ouais. comédie, puis musical. Musical, ouais. Sûrement que Paul Giamatti a gagné pour comédie. Puis, musical, ouais. Ça se peut. Fait qu'en tout cas, il l'a eu, puis là, tout le monde disait... Puis là, c'était un meme là, qui est au In-N-Out Burger, qui est comme un genre de AEW qu'on pourrait dire. De Californie. Puis... Je n'ai vu au Colorado, justement. Ah, il y en a au Colorado. Hein? Ouais, il y en a, ouais. Puis c'est vraiment... Ça ressemble beaucoup à un AEW. C'est comme, tu sais, l'espèce de... Ou les anciens McDo, là, tu sais, là, comme avec le toit comme en V, là, genre, là, tu sais, puis il y a un drive-in, puis il y en avait un à côté d'un Walmart. On a passé devant une fois en partant, en arrivant, puis en revenant, on a passé devant aussi, puis... Marche encore, ouais, OK. Ouais, je suis abattu. Good. Puis ça, c'est l'électricité qui vient de jouer. Ça, c'est le plaisir le plus le fun pour un cinéma. Parce qu'on était au cinéma, par exemple. Ouais, c'est ça, on était au cinéma un matin. Puis il y avait une ligne de chars tout le temps. Il y avait au moins 40 chars qui attendaient pour aller. C'était assez spécial. Puis anyway, c'est devenu un meme. Le monde disait « Everyone... » Puis lui, je pense qu'il a dit « Everyone should go to In-N-Out Burger after they win an Oscar, an award. » Ou un Golden Globe. Anyway, fait que... Mais ça, le concept, il n'est pas nouveau. Non, mais c'est justement pour ça que le film marche, parce qu'il est nostalgique. Il file comme un film que tu as déjà vu. Puis il s'est assumé, je pense. Oh, ben oui, c'est tous des tropes que tu as vu dans d'autres films. Il y a des vibes de Dead Poets Society. Il y a des... Oui. Il y a plein... Toutes des... C'est le fun, l'histoire de jeunes, un peu, pas délinquants, mais comme... rebelles, là. J'essaie vraiment de penser. J'ai un film, me semble, sur le bord de ma mémoire, là, qui est comme, ben oui, le concept, il est pareil, mais que c'était une comédie, genre, là, tu sais, comme... Ben, ça pourrait très bien être une comédie aussi, là, tu sais, le pauvre prof qui reste pogné avec une gang d'élèves turbulents dans le temps des fêtes. Il y a des scènes drôles. Là, ouais, drôle. Quand il part en courant dans l'école, c'est drôle, là. Puis il se casse le bras. Puis il vomit. Il y a des bonnes scènes. C'est un bon film. Moi, j'ai bien aimé. C'est un bon film. Très chaleureux. Puis, ouais, c'est un bon film. C'est un bon film de Noël. Une bonne trame sonore aussi. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Anyway, mais ouais, aux États, tout le monde aime ça se traîner en cours un puis l'autre. C'est le Wild West pour ça. C'est le Land of the Sioux. On dirait bien quoi. Le monde, on dirait qu'ils essaient de faire leur fortune comme ça. Puis parlant de ça... ça, c'est à cause que le gouvernement ne défend pas assez son peuple. Non, c'est ça. Ou il donne trop de droits au peuple. C'est comme, ben tu sais, si t'es pas content, tu peux toujours traîner en cours telle personne, puis c'est la cour qui va régler le cas. Mais moi, je pense qu'un gouvernement, un gouvernement, ça devrait défendre sa population par rapport aux compagnies. En ce moment, ils le font pas. Fait que la population s'occupe de faire ça par eux-mêmes, puis là, ils exagèrent. Ouais. Anyways. C'est spécial. Puis en plus, ça varie d'un État à l'autre. C'est ça qui est fucké aussi. Fait qu'en parlant de droit, justement, de toi, faudrait vraiment qu'on ait un expert. Pas un expert, mais un avocat ou quelque chose. En droit d'auteur. En droit d'auteur, puis tout, ça serait... Ouais, ça vient. Charles, il en connaît un. Charles, il en connaît un, pas qu'il connaît, mais il connaît quelqu'un qui en connaît un. Puis OK. Le contact va être fait bientôt. Là. Cool. Puis si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est spécialiste dans les droits d'auteur ou qui connaît quelqu'un, ben s'il vous plaît, dites-nous-le. Fait que j'ai vu un cas très intéressant il y a quelques semaines. Il y a un acteur du Top Gun original qui s'appelle Michael Dubb, je pense, ou Stubb. Je m'en souviens pas du nom. Ouais, en tout cas, je me souviens plus de son nom exactement. Il est quand même connu là, dans ces années-là. Qui jouait dans le Top Gun original, il jouait Wolfman. Et puis, il traîne en cours, je pense, c'est Paramount ou la production de Top Gun, ou en tout cas, peu importe, du nouveau Top Gun, le Top Gun Maverick qui est sorti il y a 2 ans, pour avoir utilisé son likeness, je sais pas c'est quoi le mot français pour ça, là, apparence. Apparence, ouais, c'est ça. Parce que dans le film de Top Gun Maverick 2, on voit plusieurs fois dans le film, je pense que le film commence avec ça, tu sais, il ouvre son casier, puis tu vois la vieille photo de lui avec Val Kilmer qui serre la main, là. Puis sur la photo, ben, t'as toute l'équipe en arrière, mais t'as vraiment Val Kilmer, Tom Cruise, puis t'as lui qui est juste à côté de Tom Cruise. Mais il est vraiment, c'est le premier, c'est pas le focal en arrière, là. Il est vraiment direct à côté, genre, c'est les 3 faces que tu reconnais dessus. Puis je pense que le film, il ouvre avec ça. Puis à la fin du film, je pense que ça finit avec ça aussi.
Tu sais, il serre la main, lui puis Rooster, il serre la main à la fin, puis là, tu vois la photo de lui puis Val Kilmer qui serre la main. C'est comme reminiscence, là, comme presque la même affaire, mais 30 ans plus tard. Fait qu'en tout cas, et puis, cet acteur-là n'était pas dans le nouveau Top Gun, comme j'ai dit, puis il n'a pas été approché pour être dedans non plus, ou il a refusé, en tout cas. Il n'a pas participé pantoute à la production. Puis là, lui, il dit qu'ils ont utilisé cette photo-là avec sa face à lui dedans, sans sa permission. Puis ce qui est intéressant, c'est que la photo, c'est pas une photo qu'on voit dans le premier film. C'est une photo de set. C'est-à-dire une photo qu'il y a tout le temps un photographe qui prend des photos pendant une production d'un film, qu'ils vont utiliser pour des stills ou peu importe, tu sais. Fait que c'est pas une photo qu'on a vue dans le premier film. C'est une set photographe qu'ils ont trouvé dans les archives qui ont décidé de mettre dans le film. Fait que là, lui, il dit ils ont utilisé mon apparence sans ma permission. Fait que là, c'est comment... Ça a l'air à être vite fait un acteur qui traîne en cours Top Gun, Maverick, parce que le film il a fait 1,5 milliard puis il veut comme avoir sa cote de ça, là, tu sais. Même s'il n'a pas pantoute participé au succès du film. Je veux dire, la photo était bonne, mais tu sais, techniquement, c'est ça qui... L'image, elle appartient au studio. C'est ça que je me dis. Moi, c'est comme ça que je vois ça. T'sais, ils ont le droit d'utiliser du footage du premier film, ils ont le droit d'utiliser tout du premier film, ça leur appartient. Il a déjà été payé pour ça. C'est ça, il a déjà été payé pour ça. Je pense ce qui rend ça vraiment, vraiment comme nuance, c'est le fait que c'est un set picture. C'est pas, c'est pas une photo qui était dans le film. Fait que, mais en même temps, dans ces années-là, même maintenant encore, ils peuvent mettre des stills de films, là, puis ils peuvent s'en servir comme publicité. Là. Il y en a plein encore. Là, c'est ça qu'il faut déterminer, c'est si l'image a déjà été utilisée avant par Paramount. C'est ça. De ce que j'ai compris, non. Elle n'était pas dans le film pantoute, puis elle n'a pas été utilisée pour le marketing du premier film. Non, ça n'a jamais été utilisé. À ce moment-là, j'avoue que c'est des nuances un peu, là, mais... Très, ouais. Puis on s'entend que dans ces années-là... Je veux dire, son contrat, c'était pas écrit « By the way, ta photo peut être utilisée par whatever ». Tu sais, je pense pas que c'était mentionné. Non. Mais ce qui est surtout très intéressant que quelqu'un a amené l'argument, c'est que ça ramène encore une fois au AI. Ouais. Ça ramène encore une fois au AI. Puis je pense que ça peut faire un gros précédent parce que le AI, l'intelligence artificielle, ben c'est tout ça. C'est d'utiliser l'apparence, le likeness de quelqu'un. On en a parlé dans d'autres épisodes. Puis faire ce que tu veux avec. Faire ce que tu veux avec, puis de payer un flat rate à l'acteur et donner 500$ et te dire, bon, ça c'est ta face, puis même si tu deviens le nouveau Tom Cruise ou le nouveau Tom Holland, genre, tu peux littéralement être assis chez vous en train de manger des ramen dans ton petit appart miteux, puis tu peux être l'acteur le plus connu de la planète, genre, tu sais, sauf qu'on utilise un ordi pour faire toutes tes scènes, tu sais. Fait que là, ce que ça fait comme précédent, c'est que est-ce qu'un studio a le droit d'utiliser... Lui, c'est ça que ça fait dans son lawsuit, puis ça peut faire un précédent dans ce sens-là, c'est que est-ce que un studio ou un AI peut utiliser des images d'un ancien film puis faire un nouveau film avec, ou une nouvelle scène dans un film avec, tu sais? C'est très... parce que le AI n'est même pas dans cette conversation-là, mais ça va. Mais ça fait partie, c'est ça. Comme on a mentionné l'autre fois, ben là, c'est la même affaire que les auteurs, puis la musique en ce moment. Ça, par contre, je sais qu'au Canada, du moins, quand tu filmes quelque chose ou tu prends une photo, même si tu n'as pas les permis de le faire à l'endroit que tu le fais, parce qu'il y a bien des endroits publics que ça te prend un permis pour filmer, une fois que c'est enregistré, t'en es sorti, il n'y a personne qui peut te les enlever. Ils t'appartiennent. Puis je pense que c'est la même affaire aux États aussi. Je pense. Parce que tu te souviens, ça se peut que ça allait changer. Là, c'est sûr, encore une fois, ça varie d'un État à l'autre. Mais tu sais, quand on avait vu Luc Besson, puis il avait parlé de Professional, la scène dans la rue. La scène dans la rue. Fait du guerrilla filmmaking. Oui, c'est ça. Fait que ceux qui ont vu le film, il y a une scène où est-ce que Léon puis Natalie Portman, ils marchent côte à côte, avec une plante dans les mains. Puis... Exactement, c'est ça. Puis il marche dans le milieu d'un boulevard assez... achalandé. Assez achalandé à New York. Puis Luc Besson, le réalisateur, essayait d'avoir des permis pour tourner là. Puis la ville de New York, soit qu'il donnait pas ou qu'il voulait charger une fortune, ça brettait, c'était long. Puis c'était très, très long. Puis lui, il voulait en venir à bout. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout loadé dans un camion. En arrière d'un camion, un pédovan en bon québécois. Puis il y avait juste lui, puis son caméraman, petite équipe de rien. Ils ont mis les deux au bout de la rue, les deux acteurs. Ils leur ont dit, OK, commencez à marcher.
Ils se sont parqués ces 4 flashs sur un bord de rue. Ils ont ouvert les 2 portes. Ils ont filmé. Ouais. Puis quand ils ont fini la shot, ils ont jumpé dans la van, ils ont fermé les portes, ils sont partis. Yep. Puis ils l'ont fait. Ça, c'est techniquement illégal, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Ils peuvent plus rien faire. Exactement. Ils peuvent pas leur confisquer les images, ça leur appartient. Fait que c'est la même chose. Pour exactement. Ça, Paramount, l'image, elle leur appartient. Elle a été prise. S'il n'avait pas voulu, il aurait pu dire après, hey, prends pas cette photo-là de moi, mais l'image, elle leur appartient. Ils ont payé pour la caméra qui l'a pris, le décor, les costumes qu'ils portent. Ouais. Tout ça, c'est à eux. Je comprends que le gars, il doit être un peu amer parce que le film, il a un petit gros succès, mais il aurait peut-être aimé être approché. Mais ça revient à moi qui ferais une vidéo sur YouTube puis je mettrais 2 secondes de la toune d'Espacito dedans. Là. C'est pas à cause de ces 2 secondes-là que ma vidéo a pogne. Très ouais, très vrai. Je comprends ce qu'il veut faire, mais je trouve ça quand même malhonnête. Je pense que c'est malhonnête. Je suis pas en train de défendre Paramount. Là. Fuck eux autres. Là. Genre, c'est juste, come on, genre, fair. Genre, sois au moins raisonnable dans tes affaires. Là, ça fait vraiment, j'ai besoin d'argent. Ouais. On a tous besoin d'argent, mais genre, come on. Là. Ah, c'est ça. Regarde ta colonne au moins pour ton intégrité. Ben oui, c'est ça, tu sais. Sauf que, à moins que tu te fasses approcher par Disney, comme on l'a été. Oui. J'ai hâte d'être un corporate sellout, moi. Payer les factures. Quand on va vous parler en bien de Disney, sachez que c'est pas sincère. En tout cas, mais ce qui est intéressant aussi, c'est comme je disais, c'est que comme les auteurs de livres, j'ai vu, puis les auteurs de musique, il y en a plusieurs qui commencent à dire que le AI, que ce soit ChatGPT, whatever, il a accès à toute l'Internet, lui, dans le fond. C'est ça, tu sais. Fait qu'il scanne constamment toute l'Internet. Je sais pas si ça a changé, mais ChatGPT, jusqu'à récemment, c'était jusqu'en 2021 qu'il y avait accès à Internet. Après ça, c'était barré. Mais là, arrêté, mais il y en a d'autres. Quand tu payes pour ChatGPT Premium, il est à jour. OK, c'est ça. OK. Fait que en tout cas, mais bref, ils ont accès à beaucoup de choses. Puis là, ben, t'as des auteurs... de marde aussi. Oui, absolument. Parce qu'ils te répondent des fois de niaisage. Oh oui, exactement, tu sais. Fait que là, il y a des auteurs qui disent, mais moi, j'ai écrit un livre, puis mon livre, il est disponible à quelque part en ligne, que ce soit sur Amazon Kindle. Amazon Kindle, Fire. Peu importe. Il dit, il est disponible dans une base de données à quelque part, puis ChatGPT ou n'importe quel AI a accès à mon livre au complet, puis il l'a déjà tout lu. Tu sais, il l'a déjà lu. Ça marche pas de même, mais il a accès instantanément. Vulgarisé, il l'a déjà tout lu. Puis il peut utiliser mon livre comme référence pour créer du nouveau stock. Il n'y a pas le droit de copier, par contre. Sont balisés, les AI. C'est ça. Il n'y a pas le droit de copier, de faire un copier-coller de la preuve demande à ChatGPT, hey, c'est quoi les paroles de telle tune? Ce qui va te sortir, c'est de la marde, c'est pas les paroles de la tune. Là, tu vas répondre, hey, c'est pas ça les paroles. Oui, je sais, désolé, j'ai pas le droit. C'est pas là. Il y a les droits d'auteur sur le texte. C'est ça. Mais c'est quand même. Tu sais, tu te souviens, quand on était au cégep ou à l'université, tu sais, quand tu fais des travaux, il faut que tu mettes toutes tes sources, tes références, puis tout le kit. Fait que c'est ça. Fait qu'eux, ils commencent à dire, c'est illégal parce que mon work que moi j'ai fait, il est utilisé par ce AI-là pour donner des services au monde, entre parenthèses, puis moi, j'ai pas ma cote de ça ou j'ai pas ma... J'ai pas ma cote, mais j'ai pas le crédit. J'ai pas le crédit, entre parenthèses. J'ai travaillé gratuitement. C'est pas faux, encore une fois, c'est nuancé, tu sais. Pas faux, mais il n'y a rien qui m'empêcherait, moi, en tant qu'humain, de prendre son livre, le lire, puis que ça m'influence à faire quelque chose. Absolument. Le AI, c'est un intermédiaire qui le fait crissement rapidement. Absolument, il copie pas, il a pas le droit. Ouais. Il pourrait pas prendre le texte puis juste te le donner mot pour mot. Puis là, c'est toi qui se ferais bonner après parce que c'est toi qui sais. Moi, un ChatGPT, je considère comme un outil. Puis si je m'en sers puis que ça m'a donné du stock qui est protégé par les droits d'auteur, c'est de ma faute, pas ChatGPT, tu sais. Ouais. Puis ChatGPT, c'est vraiment juste un outil. Fait que de moi que je lis n'importe quel livre puis que je m'en serve comme influence pour un autre livre que moi j'écris, 5, c'est de l'influence. Tu sais. C'est légal, ça. C'est légal, ouais. C'est très. Ce que je pense qu'ils ont surtout peur, c'est, mettons, tu sais, quand tu penses à tout ce que les Chinois ils font, là, tout le style knock-off crap, là, que ce soit des jeux vidéo, des ci, des ça. Tu sais, je connais pas tous les médias qui se font en Chine, mais je suis comme à peu près convaincu que n'importe quoi qui est produit ici, qui est moyennement populaire, que ce soit une série, télévision, que ce soit un film, que ce soit un jeu, que ce soit un livre, tu sais, sont presque 2 milliards là-bas. Fait que c'est quasiment sûr que t'en as un qui va dire « Hey, sais-tu quoi, je vais faire une série The Witcher, par exemple. Au lieu d'appeler ça The Witcher, je vais l'appeler The...
sais pas, moi, de sorcerer. N'importe. Ça peut être ça, puis ça peut être très similaire. On les connaît, là, ils sont tous super bons là-dedans, là, tu sais. Fait que ça se fait déjà. C'est pas parce que ça se fait pas, mais c'est des humains qui le font, tu sais. Sauf qu'est-ce qu'ils peuvent mettre ça en overdrive avec du AI? Yeah. C'est sûr et certain, là, tu sais. C'est sûr et certain. Moi, je pense que c'est peut-être ça la peur. C'est peut-être ça la peur. Mais c'est tout le monde capote à cause du AI et les droits d'auteur, mais en partant, pas fan du droit d'auteur en partant. Moi, c'est quelque chose qui me dérange. Je trouve que ça met beaucoup de bâtons dans les roues à la créativité du monde. Ouais. Surtout quand tu fais pas d'argent avec. Ben, criser patience. Qu'est-ce que ça te fait que je prenne Garfield puis j'écris mon propre livre avec Garfield si je fais pas d'argent avec? Qu'est-ce que ça change en vie de Jim Davis? Tu sais? Ouais. C'est très nuancé. Je comprends qu'il y en a. Je comprends que c'est nécessaire parce que tu veux pas que les gens se fassent voler leur œuvre et qu'ils fassent pas de profit. Ouais, non, c'est ça. Évidemment. Mais moi, l'affaire que, ben là, on a les droits jusqu'à 75 ans après la mort du créateur original. Pourquoi t'as l'argent devrait te revenir à toi? Là? Qu'est-ce qui te entitle à ces droits-là? Je sais pas si t'as vu, ils ont annoncé un Winnie the Pooh 2. Ouais, Blood and Honey 2. Ouais. Oh my God. Il a l'air beaucoup mieux fait que le premier. Oh my God. Ils ont pris l'argent du premier pour faire le deuxième, ça m'impressionne. Moi, je pensais qu'il allait prendre le cash puis c'est leur cas avec. Non. Le premier est nominé pour... le Razzies Award. Ah, il y en a beaucoup, là. Il y en a genre 12, je pense. Là, il est extrêmement mauvais, le premier. Ah ouais, ça m'étonne. Ça m'étonne comme pas, mais... le deuxième sort bientôt, cette année. Ah, ouais. En tout cas, on en a déjà parlé, on n'a pas besoin d'y revenir nécessairement, là, mais en tout cas, mais tu vois que le AI, le copyright, tu vois que ça frappe toutes les sphères de la créativité. Yep. Que ce soit le cinéma, les auteurs de livres, ou la musique, ou l'art, la peinture, peu importe. Ça frappe tous ces côtés-là. Puis moi, ce que je trouve désolant là-dedans, c'est que oui, c'est un bel outil et tout, mais pourquoi il faut que ce soit l'art? Pourquoi il faut que le AI, ça soit un outil principal pour faire « Hey, on va faire des peintures avec ». C'est comme déjà un domaine qui est difficile d'accès. Mais je pense que ça va donner plus de valeur à la vraie art. J'espère. Mais je pense que oui, parce que là, ça va donner une question de confiance. Genre, mettons, j'aime les films de David Fincher. Puis David Fincher, je sais pas si c'est le cas, mais mettons qu'il active ouvertement contre le AI. Fait que lui, je le sais qu'il fera jamais un film avec du AI. Ouais. Fait que je vais encore plus vouloir voir ses films à lui, sachant qu'un autre studio ferait du AI. Ça va devenir un argument de vente, j'ai l'impression. Puis, je vais jamais consommer un film sachant qu'il y a quelqu'un qui a été volé de sa job. Mais surtout un job majeur, mettons. Là. Moi, honnêtement... C'est sûr qu'il y a quand même des films maintenant qui existent, qu'il y a du monde qui ont été volés. Qui ont été volés dedans, qui sont pas faits avec des AI. Là. Ouais, non. Il y a des gens qui se sont fait crosser en production. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'étais au bout de la ligne, c'est les résultats qui comptent et tout, là, mais pour l'appréciation du film. Mais mettons, il y a des affaires que ça me dérangerait moins que ce soit un AI qui le fasse. J'aurais de la misère à dire quoi, mais mettons, du montage sonore, des fois, genre... Tu sais, j'en fais à chaque semaine pour le podcast du montage sonore. Si un AI pouvait le faire à ma place, là, tabarnak, que ça soit le fun. j'y donne ma job. Là. Ouais. Ça me dérangerait pas. Là. Ouais. C'est juste enlever les bruits de background puis couper les sons qu'on tousse, mettons. Ouais. Si un AI peut le faire à ma place, moi le prendre. Mais il y a sûrement du monde qui font ça avec passion. Ben oui, mais quand ça devient une démarche artistique, quand ça vient juste le temps de cleaner le son, c'est pas une démarche artistique, tu veux juste optimiser ton son. Mais quand t'es rendu à faire des effets sonores, là, je comprends. Tu veux pas que l'AI embarque là-dedans. Ouais. C'est juste... J'aimerais ça que l'AI soit utilisé pour... Comme un outil. Pas comme un remplacement. Pour, admettons, construire des chars. Ou faire, tu sais, c'est pas la même application, là, on s'entend. Là, mais admettons, ça va la job de quelqu'un d'autre pareil. Ouais, c'est vrai que ça va voler. Tiens, mettons qu'on parle franchement. Dans une société où ça va pas bien, qu'est-ce qu'on va couper en premier? Tout le temps, l'art. Ouais. On l'a vu pendant la pandémie. Mais c'est ça. C'est tout le temps qu'est-ce qui est jugé pas important. Si on n'a plus les moyens de créer de l'art puis de financer des films à 300 millions, ben créez-moi que l'AI va prendre sa place à ça. Ouais. Les films à 300 millions, ça va être du AI soft. Ils coûteront plus 300 millions, puis c'est pour ça qu'on va en avoir encore. Parce qu'on pourra plus se payer des... Mettons qu'il y a une crise économique, mettons qu'on est bien dans la marde. On va être content de l'avoir, les AI. Ah oui, non, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Parce que c'est pas rationnel d'être en crise économique. Puis, là, Avatar 6, il a coûté 600 millions.
Puis il y a des gens qui ont été payés bien trop cher pour faire ça. Non, l'argent ne devrait pas aller là. Ouais. non, on n'est pas. Normal. Puis j'adore le cinéma, c'est ma plus grande passion. Mais je suis réaliste au niveau que les moyens justifient voyons, comment on se dit? The means la fin justify the ends. La fin justifie les moyens. Ben, il faudrait qu'on soit vraiment dans... Pour se rendre là, tu sais. Ouais, mais faut jamais dire jamais. Non, c'est ça. Tout peut arriver dans l'histoire. Non, c'est ça. Moi, je suis prudent avec ça parce que souvent, il y a beaucoup de monde qui vont... Tu sais, au Québec, on le dit souvent, là, c'est l'industrie au complet du cinéma québécois, c'est subventionné par la SODEC, par le gouvernement, au Téléfilm Canada, tu sais. Puis c'est correct, là, je veux dire. Cool, sinon, il n'y en aurait pas. Sinon, il n'y en aurait pas. Il n'y en aurait pas. Ça parce serait qu'on juste... peut se le permettre. Oui, exactement, tu sais. Mais il y a souvent du monde que, la première chose qu'ils vont... là, on est rendu encore dans la politique, là, sauf que, tu sais, admettons, je sais pas, qu'il y ait pas une crise économique ou une récession, peu importe, la première chose qui va partir, c'est tout le temps l'art, la culture. Oui. C'est désolant, puis souvent, on a les moyens de le faire, mais c'est comme, système de santé va pas bien, on coupe 50 millions à culture, puis on donne 500 millions au système de santé pour compenser. C'est comme... je comprends, mais en même temps, c'est pour ça tu sais, quand ça va jamais bien, non, c'est ça. Ou c'est comme l'argument de, ça me fâche beaucoup, là, mais c'est comme, mais on devrait pas explorer l'espace, puis on devrait pas aller dans l'espace parce que tout l'argent que la NASA reçoit, il y a encore du monde qui vivent dans la rue aux États-Unis, c'est pas correct. Je trouve ça bidon. Oui, là, parce que c'est pas vrai que c'est en pitchant de l'argent un problème que tu vas le régler. Exactement. La preuve, la Croix-Rouge, genre, il y a plein de gens qui mangent pas dans la vie. C'est pas à cause de la famine, c'est à cause qu'il y a des conflits civils. Même si on donne plein d'argent à la Croix-Rouge, ils vont pas plus arrêter ce conflit civil-là. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est justement... Faut faire attention. Justement, mettons un cas extrême, là, que là, c'est rendu avec la 50% de la population du Québec qui vivent dans la rue. Tu veux-tu continuer à faire des films avec Stéphane Rousseau qui coûte 6 millions, genre? Pis, non, tu sais. Mais si on a l'alternative qu'un AI le fasse à notre place pour qu'on continue d'avoir une industrie cinématographique, au moins on a quelque chose, tu sais. Au moins, ouais. Puis on a quand même d'autres ressources pour aider les gens qui en ont besoin. Puis encore une fois, je veux pas décréditer les artistes, sauf que faut réaliser qu'en ce moment, en Amérique du Nord, c'est le seul moment dans l'histoire où on a eu à ce niveau-là la liberté créative, artistique, puis genre de l'argent pour le faire. C'est un luxe qu'on ne devrait pas prendre pour acquis. C'est vrai. On est chanceux de l'avoir, mais on devrait quasiment... plus j'en parle, plus je me dis, le AI va être une bonne chose quand on pourra plus se payer ça. Ouais. Mais j'espère qu'on va pas se rendre là. Non, moi non plus, je veux pas ça. J'espère que ça va jamais arriver. Non, c'est ça, je veux pas ça, mais tu sais, si tu peux continuer à remplir tes salles parce qu'il y a des films qui continuent de sortir même si on est en crise économique, c'est le fun. Ouais, continuer d'avoir des divertissements pour les gens, puis toi, tu continues à avoir ta business, puis t'avoir remplacé. Mais je trouve ça normal qu'on remplace l'art avant de remplacer, mettons, la bouffe. Mais on s'entend que si t'es capable de remplacer toutes tes infirmières, tous tes médecins avec des robots qui peuvent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non-stop. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là, sauf que, mettons que tu pourrais le faire, là, ça serait hot. Parce que là, il n'y en a plus de problème. Là, ils peuvent travailler tout le temps. Il te manque de médecins, entre parenthèses. On en bâtit plus. Ça s'applique à la même chose. C'est un médecin qui fait ça par passion versus un cinématographe qui fait des films par passion. Lequel qui est le plus important? C'est très vrai. Sans vouloir discréditer les médecins. Mais tu sais, admettons, les jobs, moi, je me dis, admettons, la personne qui fait du ménage. Moi, j'aimerais ça. J'adore mon gars de ménage. Il est super bon. C'est François. Puis je sais qu'il nous écoute. Puis je t'aime bien. Mais tu sais, j'ai été obligé de changer comme 3-4 fois de gars de ménage dans les 2 dernières années. Puis tu sais, je sais que c'est une job qui est pas... je veux dire, il y a du monde qui font ça puis qui prennent plaisir et tout, mais c'est sûr qu'ils ont commencé à le faire. Je sais pas si vous avez vu les Walmart. As-tu vu la machine qui se promène tout seul puis il y a un gros smile en avant, là, tu sais? C'est des jobs qui sont toujours durs à combler. Fait que c'est pas une job qui est facile à encourager du monde à aller dedans. Non, mais ça serait le genre de job qui serait plus approprié. Pensez-moi, on a un déclin de population. En effet, il y a des jobs qui vont avoir besoin d'être faits par autre chose que des humains. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je trouve que c'est une bonne instance. Sans vouloir nécessairement faire perdre des jobs au monde, sauf que des taxis, idéalement, l'utopie, c'est qu'il n'y a plus de job manuel à faire par des humains. Puis que tout le monde
soit quand même comblé. Ça serait l'utopie. Parce qu'il faut pas que les jobs manuels soient remplacés par des robots puis que les gens soient chez eux sur le BS parce qu'ils ont de la misère à passer à travers. Tu sais. À rien faire. Ça serait dommage. Je pense qu'il faut que les gens, s'il y a comme un consensus de OK, ben on a plus besoin de faire ces jobs-là, mais il faut que ces gens-là puissent quand même apporter quelque chose à la société. Absolument. Volontairement aussi, on s'entend, parce qu'il y en a déjà des gens qui profitent du système, là, mais... Ah, ben oui, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut qu'on occupe les gens. Puis, si ça implique que tout le monde peut devenir des artistes et faire ce qu'ils veulent, pendant que les jobs manuels se font faire par de la robotique, fine, ça c'est l'utopie. Ouais. L'utopie, ça n'existe pas. Non, malheureusement, non. Je pense pas qu'on va voir ça un jour. Les jobs, je pense un peu à les jobs de ferme. Ouais. Les affaires de même, c'est un domaine qui est difficile, on en entend beaucoup parler. Est-ce qu'il pourrait y avoir des robots pour les aider? C'est dans quel film qu'il y a ça? Ah, ben c'est dans Star Wars. Dans Star Wars, il utilise des droids sur sa ferme. Je sais pas qu'est-ce qui ferme dans le milieu d'un désert de même, là, sauf que il dit I need the droids for my season. Interstellar. Il y a des robots? Ouais, dans sa ferme, tout est fait automatisé. Il y a le carré là, qui les se promène. Les moissonneuses batteuses. Tout ça, là, Ah, ça se promène tout. C'est tout automatisé. C'est de la robotique. C'est vrai, c'est des drones qui vont. Oui, c'est vrai. Mais c'est cool, ça. C'est cool. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont dire non, moi, c'est moi qui va moissonner, battre ma crop parce que je le fais mieux que ça. Mais c'est vrai que ce serait ça le genre de job que tu verrais robotisé jusqu'à ce que ça devienne comme dans iRobot ou Terminator ou whatever. Il y a toujours ce risque-là. À mes yeux, c'est encore de la science-fiction, mais il y a des gens qui ont l'air vraiment de se méfier de ça pour de vrai. Mais oui, il y a du monde qui en ont peur. Moi, une affaire qui m'avait impressionné, je sais pas, je l'avais déjà mentionné, c'est Michael Bates. Tu sais, on avait parlé de lui, à un moment donné, on avait dit Michael Bates, c'est sûr, c'est le genre de gars qui va étudier du AI à fond. Puis moi, je suis pas d'accord, mais ouais. Hein? Moi, je me souviens qu'on en a parlé, mais moi, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Mais c'est quoi? Il a dit, dans une interview, il y a une couple de mois, il a dit qu'il était 100% contre les AI. C'est sûr, il veut pas se faire remplacer. Non, c'est ça, il veut pas se faire remplacer. Puis lui, c'est vrai que ça serait le genre de film. Serait le genre de. Non, mais ça serait le genre de film que du AI pourrait faire. Pas d'accord. C'est dumb, c'est niaiseux. Ouais. Mais il y a quand même une démarche artistique d'ailleurs. Oui. Propre à Michael Bay. Ça paraît que c'est Michael Bay. Le fait que tu bon, probablement pas. Mais il y a quand même l'identité Michael Bay à ces films-là. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Puis il a dit du AI, il dit je crois zéro à ça, puis je vais jamais utiliser ça dans mes films. Puis il dit je pense pas que c'est la voie de l'avenir pantoute. Puis moi, je me disais, monsieur, il aime les explosions. Ici, il va utiliser du AI pour mettre des explosions partout. Là, tu te souviens, la vidéo de Titanic, là, je pense à ça. Titanic réalisé par Michael Bay. C'était avec le monde qui tombe dans l'eau puis qui explose quand il tombe dans l'eau. Le mime, il est drôle, mais moi, je donne plus de crédit que ça à Michael Bay. Ouais. Oh ouais, non, faut y donner. Je sais pas, c'est loin d'être mon réalisateur préféré, là, mais tu sais, c'est quoi le film qui se passe à Alcatraz, là? Island, je pense, non. Non, c'était pas... The Rock, avec Sean Connery. Ah, c'est ça. Ok, ouais, non, c'était direct lui que je parlais de. Ouais. Escape from Alcatraz, je me suis trompé, c'est le film de Clint Eastwood, mais The Rock avec Nicolas Cage puis Sean Connery. Ouais, bon, mais c'est Michael Bay qui a fait ça. Ouais, il est bon, celui-là. Super bon. Ouais, il est très bon, ouais. Je pense que c'est un réalisateur qui est vraiment capable d'avoir une vision puis une démarche artistique, sauf que c'est vrai qu'il tombe dans la facilité, surtout avec la franchise Transformers. Je pense, la même année, je pourrais dire comment qu'un AI pourrait répliquer son travail, c'est au niveau du script. Oui, ben oui. Parce que les scripts sont très rudimentaires. Très simples. Mais je pense pas que c'est lui qui écrit ces films. Honnêtement. Là. Probablement pas, là, tu sais, mais... Il me donne pas une vibe writer. Il n'y a aucun crédit de writer. Non, probablement pas, non. Je sais pas si c'est les mêmes personnes qui travaillent sur ces films tout le temps, mais... Pas du cinéma d'auteur. C'est ça, tu sais. Non, c'est ça. Mais c'est comme Armageddon, tu sais, c'est bon, mais c'est comme... On va aller chercher une gang de mineurs de plateformes de forage, on va les envoyer dans l'espace pour miner un astéroïde qui s'en vient sur la Terre. C'est comme... OK, tu sais, c'est OK, c'est comme... Why not, I guess? Mais ça pourrait encore là, il y a des réalisateurs qui ont des histoires encore plus simples que ça, puis Mad Max, Fury Road, c'est super simpliste. C'est très vrai. Est-ce qu'un AI pourrait faire ce film-là? Non. Pas en ce moment. Non. Non. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est que dans Dune, une transition, il n'y a pas de AI. Il n'y a pas d'ordinateur dedans. Dans l'univers de Dune. Dans l'univers de Dune, il n'y en a pas. Et en lisant le livre, c'est
c'est parce que, sans en parler vraiment, vraiment longtemps, il y a déjà eu une espèce d'événement Terminator, Skynet, genre. Yep. Puis je suis certain que Terminator est inspiré partiellement par ça aussi. Ça se peut très bien, là, tu sais, mais... fait qu'il y a déjà eu un événement où est-ce que des AI ont pris le compte... les ordres de machines, parce que dans le temps de... en 1963, quand il a écrit le livre, c'était pas des Artificial Intelligence, c'était juste des machines, ce qu'ils appelaient. Ils ont pris le contrôle de la galaxie puis ils ont essayé d'éliminer les humains. Puis les humains, ils ont été obligés de toutes les détruire après une méga guerre qui a duré des milliers d'années. Là, puis, en tout cas, puis depuis ce temps-là, ben, c'est illégal de faire... c'est un précepte religieux. En fait, dans le livre, c'est écrit « Man shall not make it a machine in his image ». C'est comme ça qu'ils le disent dedans. Fait qu'il n'y a pas d'ordinateur dans le monde de Doom. Il n'y a pas de machine. Oui, il y a des machines, mais pas des robots. C'est purement mécanique, il n'y a pas d'informatique dedans. Puis, en expliquant ça aussi, il y a un personnage, dans le film, encore une fois, on ne le voit pas vraiment, mais dans le livre, c'est clairement dit que c'est à ce moment-là que les humains, ils ont réalisé aussi qu'ils étaient, comme tu as décrit, léthargiques. La productivité humaine était terminée. Genre, les humains étaient juste contents de se laisser faire servir. Ouais. Exactement, c'était comme utopique, mais l'humanité ne progressait pas. Puis c'est à ce moment-là que les humains ils ont réalisé que non, on se doit, comme humains, de pousser notre potentiel au maximum. On n'a pas stagné dans nos pantoufles. Exactement, c'est ça. Puis d'utiliser des humains vraiment pour maximiser, pas la productivité, mais juste l'humanité en général. Tu sais, c'est comme, justement, le gars de ménage, lui, c'est comme, il faut qu'il se passionne et se donne à fond dans son ménage, puis que sa vie au complet, ça soit ça. Oui, exactement, c'est ça. Très similaire. Yep. Fait que la housekeeper, la servante de whatever, elle, tu sais, c'est un honneur pour elle de faire ça, puis elle prend joie et and pride in her work, tu sais, puis que les nobles aussi, eux autres, c'est leur job, c'est leur job de... Ben, tu sais, oui, il y a des méchants dedans, mais leur job, c'est comme de leader leur monde, puis d'accumuler... Ben, oui, d'avoir du wealth, mais c'est-à-dire de bénéficier l'humanité avec leur leadership, voilà, tu sais. Fait que c'est comme ça que c'est expliqué dans les livres, puis dans les films aussi. Donc, d'ailleurs... tu sais, les personnages qu'on voit dans le film qui reviennent leurs yeux à l'envers puis qui font des calculs. Là. Mais il y en a un dans le premier film. Il y en a deux, en fait. Ah, il y en a deux, ouais. Il y a lui des Atreides, le gros, là. Puis les Harkonnen aussi, non un, c'est qui est joué par David Dastmalchian. Ah, un Arménien. Tu sais qui? Non. C'est Polka Dot Man. Dans Suicide Squad. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, il est dans The Dark Knight. Oui. Puis il est dans plein de films. Il a fait plein de films, ce gars-là. Yep. C'est un des acteurs qui a le plus de crédits de films d'ici. Parce qu'il fait plein de voix dans toutes les animated movies. Puis il était dans les films de Nolan. Il est dans les films aussi de Zack Snyder. Aussi. Il y a des petits rôles. Je me souviens plus c'est quoi, mais il y a des petits rôles dedans tout. Il est arménien aussi. C'est drôle. Puis lui, c'est c'est le conseiller du baron. Ouais, puis lui aussi, il fait une fois ou deux dedans. Puis il revient ses jeux à l'envers, puis il fait ses calculs, puis whatever. Puis dans le livre aussi, c'est clairement dit. Dans les livres, ils disent pas dans le film, je pense, mais ça s'appelle des mentats. Ouais, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont été élevés par des computer beings. Non, c'est pas ça, justement. C'est pas des beings, c'est par un ordre qui s'inspire des computers pour justement... Vu qu'il n'y a plus de computer, c'est comme non, mais des humains peuvent faire. Non, ils ont computer power. En poussant ton mental collectif. Ton CPU. Genre, ton CPU à fond. Tu peux devenir aussi performant et même plus qu'un ordinateur. Puis c'est avec un training très, très spécifique. Puis il s'appelle des mentats dans le film. Dans les livres. Je pense que dans le film, ils ne le mentionnent pas. Ils font juste dire que c'est comme le on fait juste les voir. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que... puis ils sont supposés pouvoir prévoir des outcomes aussi, comme il y a un 90% de chance que telle affaire va arriver, puis tout ça. C'est pour ça que dans le premier film, ils savent qu'ils vont se faire attaquer par l'empereur puis par l'autre. Ils savent que ça s'en vient,
Mais le gros truc, puis encore une fois, dans le livre, c'est mentionné un peu. J'ai arrêté de juste côté le livre. Là, je sais que c'est pas tout le monde qui l'a lu. C'est que le gars, leur gars à eux, le gros, il a mal calculé ses affaires pour la première fois de sa vie. Genre, il a comme. Il pensait qu'il allait avoir une petite attaque, puis finalement, c'était comme une méga attaque qu'ils ont eu. Ouais. Fait que, en tout cas, fait que c'est comme si c'est ça. C'est comme l'humanité qui pousse son potentiel à fond pour compenser le fait qu'il n'y a pas de machine. Fait que c'est quand même intéressant comme utopie. Puis j'ai trouvé, puis c'est la dernière fois que je compte le livre, là, c'est la première phrase, la première page ou 2 pages, ça dit vraiment dedans Man will not make a machine in his image. J'ai trouvé ça tellement d'actualité avec maintenant pour un livre qui a été écrit il y a 50 ans. J'ai fait comme oh wow. Ouais, c'est impressionnant. C'est vraiment, vraiment très comme très mis à jour. Puis d'ailleurs, il mentionne dans le film ça, mais le Spice permet de voir l'avenir un peu. Ouais, dans le fond, c'est utilisé entre autres pour ça, puis pour guérir des maladies graves et tout. Avant, quand il y avait le Interstellar Travel, c'est des ordinateurs qui calculaient, tu sais, mettons, OK, si mon vaisseau, il part, comme dans Star Wars, tu sais, il y a comme un ordinateur qui calcule, genre, quelle voie qu'il prend avant de shooter en hyperspace pour éviter qu'il va foncer dans une roche, mettons. Là, Spice Power. Ça va, ouais, c'est ça, exactement. Là, justement, vu qu'il n'y a plus d'ordinateur, c'est juste du monde qui chauffe les vaisseaux. Puis eux, ils ont besoin du Spice pour pouvoir faire comme, OK, je suis capable de prévoir où est-ce qu'il faut que je passe par pour traverser la galaxie sans foncer dans une planète, un soleil ou un minuscule petit caillou qui va défoncer mon truc au complet. Puis c'est pour ça que c'est tellement important pour la galaxie au complet, parce que ça vient juste de la planète Dune. C'est juste là qu'il y en a, tu sais. C'est produit naturellement en plus. Puis les navigateurs qu'ils appellent, ceux qui conduisent les vaisseaux, ils sont submergés dans un bain de spice. Dans un bain de spice. Fait qu'ils sont comme wow, méga, genre je vois le futur et le passé. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis ils se transforment aussi à cause de ça. Genre, ils deviennent plus humanoïdes, bébites, whatever. Puis c'est eux qui conduisent les vaisseaux, genre. Fait que c'est pour ça qu'entre autres, le spice est super important. Mais anyway. Mais comment t'as trouvé Dune 2? Ah, j'ai adoré. C'est vraiment bon. J'ai le préféré au premier, mais là, en fait, je vais commencer à les référer comme étant un film, honnêtement. Là, parce que carrément, le deuxième commence que le premier finit. Et non, c'est spectaculaire comme film. C'est incroyable. Ça va être le film de notre génération là, en termes de sci-fi puis de fantasy, whatever. Il est au même niveau que genre The Lord of the Ring a fait effet ou dans début 2000. Ben là, dans les années 2020, ça va être Dune qui va avoir cet effet-là sur les cinéphiles, du moins. Bon, définitivement. Définitivement. Comme tu as dit, c'est comme un film, je trouve. Ça a été écrit comme ça. Là. Au moment où on se parle, ça fait 1 semaine et quelques jours qu'il est à l'affiche. Il a battu le box-office domestique du premier. Ouais, mais le premier, il est sorti dans la pandémie. C'est ça, il est sorti en pandémie. Il y avait du streaming en même temps aux États-Unis. Fait que ça a comme fait mal un peu à sa sortie de box-office. Mais quand même. Mais il avait quand même fait 450 millions, le premier, je pense. Puis il avait été coupé de court parce que à Noël 2021, ben, ça a été fermé, encore une fois. Fait que nous, ça l'avait coupé sa theatrical run, puis ça l'avait fait dans pas mal beaucoup d'autres marchés aussi. Quand même très bon, là, je veux dire. Sur Letterboxd, il est déjà rendu à quasiment 1 million de personnes qui l'ont logué. Wow! Puis il est encore à 4.6 sur 5. Wow! Ouais. Hey, c'est impressionnant. Le film, d'après moi, il va avoir un énorme succès. Ben, il y a déjà un énorme succès commercial, mais je veux dire, d'après moi, son box-office va être... Oh, je serais pas d'aller dire qu'il va frapper du 700 millions et plus, là, d'après moi. Là. S'il frappe le milliard, ça m'étonnerait pas. Mettons. Ça m'étonnerait pas parce que le film, il va toffer vraiment longtemps. Il va avoir le coffret qui va sortir des 2 films en un. J'ai l'impression, moi, qu'il va y avoir une cote disponible que c'est les 5 heures back-à-back. Ça serait cool. Je pense que ça va être ça le plan. Ça serait cool. Genre que t'as pas de transition, t'as pas de générique au milieu. Ça va être. Il va y avoir une release physique, du moins physical, là, genre des 2 films en un. Très du sens. Parce que le film, il suit vraiment de proche. Là. Il y a pratiquement pas de temps entre la fin du premier et le début du deuxième. Là, le deuxième commence avec une petite scène où tu vois l'empereur, avec un recap un peu de ce qui s'est passé dans le premier. Puis après ça, on revient tout de suite à Paul
puis Shani dans le désert. Exactement. En plein l'endroit où on les a laissés dans le premier. Et ça commence bien, le film, en plus. Hein? Ah, la scène de début qui se font chasser par les autres, là, tellement cool, leur costume aux méchants. Là. Ah, ils sont vraiment hot. Puis ça, je tiens à le préciser aussi, dans le livre... J'arrête pas de dire dans le livre. Mais non, mais c'est juste pour donner du crédit à l'équipe de production. Là. Le livre, il est vraiment pas descriptif. Ouais. Tu pourrais croire que même les films, c'est sci-fi, mais pas tant que ça. Il y en a du sci-fi, mais j'ai regardé le premier avec Gabi, ma conjointe, mon amie. Ouais, ta coloc. Ma coloc, avec ma coloc Gabi, qu'on a un enfant ensemble. Puis elle aime pas vraiment les films de sci-fi. Elle est pas fan de ça. On avait regardé Blade Runner dans le temps, puis elle avait pas tant trippé non plus. Elle aime les films d'horreur et tout, puis c'est correct. Mais j'ai dit, Dune, c'est comme... Oui, mais... C'est quasiment de la space opera. Oui, ben c'est moi, je trouve que c'est borderline... On est vraiment loin de Blade Runner. Là. Ah oui, vraiment. Moi, je trouve que c'est borderline du médiéval. Yep. En lisant le livre, honnêtement, tu peux très bien croire que c'est un livre médiéval. Absolument. Parce qu'ils disent des fois, we took the ships to go to... Bon, ils vont dire la planète Arrakis ou Dune, whatever. Mais enlève planète, ça peut être... On a pris des bateaux, puis on a traversé l'océan, puis on est allé on est sur un nouveau continent. Et les clans Atreides. Ils ont des shields. Ils ont des shields, mais encore une fois, c'est dit, il y a un shield, c'est pas vraiment expliquer comment il marche. Mais c'est juste de dire House Atreides puis House Harkonnen, c'est très médiéval. Ça fait Game of Thrones, genre. Des ducs, des barons, l'empereur, les servants, les ci, les ça. Il y a beaucoup de combats avec des Mother Bene Gesserit. Bene Gesserit. Les Reverend Mother, puis tout, comme un ordre de sorcière, de whatever. Mais tu sais, c'est pas heavy sci-fi. Pantoute. C'est vraiment... Il y a beaucoup de religion dedans aussi. Le gars qui l'a écrit, c'est un gars qui était très religieux. Puis il y a beaucoup de religion, puis tout dedans aussi, de faith, de ci, de ça. C'est vraiment pas du conventionnel sci-fi. C'est vraiment, vraiment pas. Puis je pense que c'est ça qui donne son charme. Absolument. En fait, ça fait changement parce que là, ça fait une couple d'années que dans les films de sci-fi, on veut aller too much loin. Deep space, spaceship, laser beam, tout ça. Tandis que Dune revient un peu à une version plus fondamentale de ce qui est de la sci-fi. C'est du futur, mais il va aller dans une autre branche que avancement technologique. Il va dans un autre. Puis ça, c'est au cinéma, mais on n'a pas vu ça souvent. C'est fun, c'est rafraîchissant. Exactement. C'est ce qui rend ça aussi unique. Je trouve. C'est ce qui rend ça aussi unique. C'est... Puis tu sais, juste dans les scènes qui sont décrites dans le livre, c'est comme Paul rentre dans une pièce, le soleil rentre par la fenêtre, le vent pousse les rideaux. Dehors, on entend, c'est écrit littéralement, les servants travailler. Fait que, dans la pièce du château, c'est-à-dire en plus, in the castle Atreides. Puis là, il entend les servants travailler dehors. Tu sais, vraiment, on dirait médiéval. Puis sa mère est assise sur une chaise en bois, elle porte une robe noire. C'est juste ça. Yeah. C'est juste ça qui est décrit dans le livre. Fait que c'est pour ça que je trouve ça exceptionnel que dans le film, oui, c'est la scène, c'est ça, mais comment que le set est construit par Patrice Vermette. Vermette, il n'a pas construit le set, lui, c'est production designer. Fait que celui qui fait les designs des vaisseaux, des armes, des décors. Okay. C'est ses designs à lui. Il fait des maquettes, puis il fait des... fait que le set, c'est pas lui. Ben, lui, c'est comme... le design, il n'a pas construit physiquement le set, à moins que ce soit des maquettes. C'est comme dans Blade Runner. Non, il n'a pas fait Blade Runner. Arrival, ou le premier Dune, comme la ville de loin, c'est une maquette, c'est lui qui l'a fait. Ok, c'est ça. Mais sinon, c'est ses designs. C'est comme les vaisseaux libellules qu'ils utilisent pour se déplacer. Je sais pas comment ils les appellent, là, mais... Dans le livre, ça s'appelle un thopter. Je pense qu'ils disent ça de même aussi dans le premier film. Là, je m'en souviens plus. Mais bref, ça, c'est son design. C'est pas lui qui fait le CGI de ça ou quoi que ce soit, mais c'est son design. Il part de sa base à lui. Puis tout le reste, il travaille quand même en collaboration avec Denis Villeneuve. Il prend pas des décisions sans avoir son approbation à lui. Fait évidemment, c'est une vision coopérative, mais reste que l'idée, c'est lui. Tu sais, dans Arrival, les cercles, les taches d'encre des extraterrestres, c'est sa femme qui a designé ça. C'est cool, ça.
Fait que c'est pas nécessairement... Oui, j'enlève rien de Denis Villeneuve, là, mais faut pas tout créditer au réalisateur. Oh non. Il est entouré de gens qu'il a choisis, oui. qui sont extrêmement compétents et qui ont des superbes idées, dont Patrice Vermette. Non, c'est ça. Sa force, c'est qu'il s'est entouré de gens créatifs, puis on peut dire la même... C'est comme on avait déjà mentionné, Steven Spielberg aussi, c'est ça sa force. Je veux dire, il s'entoure d'une équipe incroyable. George Lucas aussi. Définitivement. Il y a eu les meilleurs les gars d'effets spéciaux puis tout le kit aussi. Fait que c'est pour ça. Fait que non, c'est... Tarantino, il est comme réputé pour travailler avec le même monde depuis son premier film. C'est ça. Non, pas juste dans les acteurs. C'est le même scénariste, même éditeur, même... Tarantino, il travaille avec la même madame qui fait le montage de ses films depuis le début. Fait que là, elle est décédée aujourd'hui, j'ai eu son âme. Mais genre, il y a encore une tradition dans les films de Tarantino que quand un acteur se trompe, admettons je pense qu'elle s'appelait Sally, les acteurs, ils regardaient la caméra et faisaient « Hi Sally », parce que elle devoir couper ça puis travailler. Elle est bonne. Elle est bonne. Ouais. Fait que, anyway, tout ça pour dire que la créativité qu'ils ont mis dans le film, au niveau des costumes, des sets, encore une fois, les libellules dans le livre, c'est tellement pas décrit, ça, c'est juste décrit « It's a thopter. It flies. » That's it. C'est tout. Ça vole. Tu dis un thopter, ça ressemble à un chopper. Fait que j'imagine que c'est un hélicoptère, tu sais. Mais c'est pas décrit pantoute. Fait que tout. Mais il n'est pas décrit que ça a des ailes de libellule un peu? Pantoute. Ça, je pense que oui, parce que j'ai vu d'autres adaptations de Dune que en images ou en dessin, avant même que les films de Denis Villeneuve sortent, qui ont les genres de libellules. Ah, ça se peut. Je suis pas rendu. Écoute, j'ai lu peut-être la moitié du livre. Fait que je suis pas rendu là encore. Je suis pas rendu à la scène qui crash avec. Peut-être ça dit qu'il y a des ailes ou whatever, mais à date de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, c'est-à-dire, ils font un inventaire du stock qu'ils ont puis tout. Ça décrit pas vraiment les grosses machines qui ramassent les harvesters. Ils disent it looks like a scorpion-esque machine. C'est ça que ça dit. Pas plus, c'est tout. Fait que tu peux te dire, OK, il doit avoir des pattes. Genre, là, mais en tout cas, mais ça pour dire que c'est incroyable qu'ils ont pensé à tout ça. Les costumes. Ouais. Il n'y a rien dans les livres, il n'y a rien pantoute. C'est juste robe noire. Ou mets ta chemise rouge. C'est juste ça. Fait que tout le reste, ça vient tout de l'imaginaire de lui puis de son costumier. Je trouve ça incroyable. Là. Ils ont rendu ça tellement cool. Ça fait penser comme à Star Wars un peu aussi. Les costumes, ils ont toujours été comme wouhou, tu sais. Un peu créatif. Là, sauf Lucas, il a beaucoup emprunté. Oui, c'est sûr. Il l'a bien fait, là. J'enlève rien encore une fois. C'est un gars très imaginatif, très créatif, Lucas. Mais tu sais, C-3PO, c'est bien écrit le robot de Metropolis. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais lui aussi, il doit avoir Denis et compagnie doivent avoir des inspirations d'ailleurs. Ben oui, assurément. Tu sais, Warhammer à fond, là. Ouais. Oui, c'est très vrai. Surtout les vaisseaux de l'Empire, les espèces de grosses sphères qui descendent du ciel. Oui. Il y a plein de... Il y a des... c'est juste les costumes des Bene Gesserit, là, je trouve ça... les chaînes. Avec le gros... avec la chaîne, le gros chapeau, puis tout, là, genre, puis tu leur vois même pas la face. C'est cool. Les acteurs sont incroyables dans le film aussi. Je veux dire, tout est bon. La musique est incroyable. Les acteurs sont tous à leur pic. Austin Butler, je trouve que c'est lui le meilleur du film, là. Il est fou. J'aurais aimé ça qu'il y ait plus de scènes. J'aurais aimé ça, moi aussi. On va dire tout de suite spoilers aux gens qui veulent pas se faire spoiler. Ouais. On va le dire, on va prendre le temps. À date, on n'a pas dit de spoiler. On va même dire... on va faire un petit 5-6 secondes là, de silence. Spoiler à partir de maintenant. Fait que ceux qui veulent pas, c'est le temps de payer sur pause puis de skip. Je vais mettre un timestamp vocalement pour dire quand est-ce que ça va être fini, spoilers. No problem. Vous avez beau, vous avez arrêté. Alright. C'est votre faute si vous faites spoiler. Alright. Fait que, Austin Butler, ça aurait été cool qu'il y ait plus de 5 parce qu'il est un petit peu sous-utilisé, selon moi. Là. Un petit peu. Il y a tellement de stock dans ce film-là, je t'avoue, mais j'aurais aimé ça avoir plus de scènes de dialogue avec lui. Il est très bon. Ouais. Il est exceptionnel. Dans le livre, encore une fois, il y a un rôle plus gros. Comme dans le premier film, admettons, il aurait été supposé être dedans, mais c'était pas nécessaire. Techniquement, il est jeune. Dans le film aussi, il a genre 16 ans ou 17 ans. Là, c'est comme... C'est son coming of age dans le film quand il a la bataille dans l'arène. Mais non, il est exceptionnel, je trouve. Il fait peur. Un bon psycho. Là. Yep. Un bon Christ. Il a dit qu'il était inspiré principalement du acting de Heath Ledger en Joker. Ouais. Puis Gary Oldman. Ah ouais? C'est ses inspirations principales qu'il a dit.
Ah, c'est bon. Parce que dans le film, c'est un bon psycho. Mm-hmm. Juste la scène quand il se fait emmener son couteau, je pense que c'est la première fois que tu le vois, justement, là, tu sais. Il tranche, il essaie son couteau sur ses servantes. Il tranche la gorge de la fille à côté. Tu sais, d'un shot comme ça. Mm-hmm. Là, je suis comme, OK, ouais. Ça, j'ai pu le voir venir un petit peu que ça allait arriver, mais quand il stab l'autre fille puis qu'il fait comme, il est pas très piquant. T'as bien aiguisé le edge, but the tip is not. Tu l'as pas bien fait. Puis qu'il stab l'autre pauvre fille, là. C'est très dark comme ça. Ah, vraiment. Puis j'aime ça parce que ça devenait des fois un cliché. Genre, pour montrer que le méchant est méchant, il tue ses henchmen. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un classique. Il se fait donner un arme. C'est sûr qu'il tue quelqu'un autour de lui avec. Mais des fois, mais là, il l'a fait. C'est souvent trop souvent utilisé. Puis je pense que c'est Darth Vader dans les premiers gros personnages qui faisaient ça, genre de juste étrangler quelqu'un parce qu'il est pas content. Genre, oui, c'est vrai. Ça a été over-utilisé. Je trouve que dans Dune, par contre, c'est approprié. Ouais. Ça montre la nature des Harkonians, que genre l'individu est vraiment pas important. Mm-hmm. Puis que genre, si t'as pas ta job, t'es éliminé. Nous autres, c'est comme des Spartiates quasiment. Ils veulent optimiser leur efficacité. Mm-hmm. Quand le personnage de Bautista, il pète sa coche, puis qu'il pogne la tête du gars, puis qu'il a smash contre la console, c'est de la colère. C'est pas juste je m'en fous. Oui, évidemment, il se fout lui, mais genre, je pense que ça montre la gravité de ce qu'ils sont prêts à faire pour arriver à leur but. Ah oui, puis ça montre bien dans le film, j'aime ça regarder des certaines scènes dans le film, dans la salle, pour voir les réactions du gens. Puis la scène là, qui saisit le gars puis qui smash la tête sur la console plusieurs fois, c'est surprenant. Là. Tu le vois pas venir. Là, il est juste comme, il pose des questions, il dit combien de trucs qu'on a perdu, tant. Combien de trucs qu'on a perdu, tant. Là, il est comme, il commence à se fâcher, puis l'autre, il dit comme, my lord, maybe we should rest. Maybe you should take a rest. Puis là, il pogne le gars, puis il pète la tête quatre fois dans le truc. Dans la salle, le monde, ça les surprend. Je me souviens que moi, ça m'avait surpris quand on l'a vu, on l'a regardé ensemble. Hugo et moi, on l'a vu 2 semaines avant tout le monde qui est sorti. Brag. Brag. On l'a vu le 14 février. Avant même ceux qui sont allés le voir. 15 février, ouais. Avant ceux qui l'ont vu à Montréal en avant-première avec Denis Villeneuve sur place. Mm-hmm. On est les meilleurs. Allez quand même. Ah ouais? Je sais que c'est sa concubine. Tu sais. Ouais, mais super importante. Encore une fois, spoiler. À la fin du film, il se marie. Il demande. La fille. Il prend la main de la fille de l'empereur. Il takes her. Encore une fois, très médiéval, ça. Ça se faisait tout le temps. Mariage par alliance. Absolument. Si nos armées viennent de se tuer sur le battlefield, bon, qu'est-ce qu'on fait? Toi, marie ma fille, ou toi, marie le fils de lui. Genre, tu sais. Là, on est des meilleurs amis, puis on est une alliance, puis on est dans la même famille. OK, cool. Fait que. Encore une fois, dans l'histoire de ça, il se marie légalement avec elle, l'autre, elle reste sa concubine. Sa mère aussi, ça c'est important de le dire aussi, sa mère, c'est la concubine du duc. C'est pas sa femme légale, parce qu'elle aime pas ça, elle a des événements formels. Puis lui, il est comme, OK, si je te marie, il faut que tu viennes à tous les événements formels avec moi. Elle voulait pas ça. Fait qu'elle, elle voulait pas ça, puis c'est une Bene Gesserit aussi, elle aime ça rester dans l'ombre, puis tout aussi. Mais il aurait techniquement le droit de se marier avec une autre fille, puis d'avoir des concubines, parce qu'encore une fois, un setting médiéval, il faisait tout ça dans le temps, tu sais. Fait que, il se marie avec la princesse, mais l'autre, elle reste avec, là, tu sais. Elle est fâchée. À la fin du film, elle est très fâchée, puis elle quitte son camp. Mais de ce que j'ai lu dans l'histoire, c'est qu'elle reste avec, ils ont des enfants ensemble, puis l'autre, elle l'haït. La Florence Pugh, la princesse, lui, il l'a mariée légalement, mais genre, il donne pas de bec, là. Genre, il s'en contre tabarnak de elle, là. Puis elle l'haït, justement. Elle haït Shani à cause de ça. Et puis, la princesse fait tuer Shani. Puis, Shani, en fait, elle empoisonne, elle accouche de 2 enfants, de 2 twins. Et puis, c'est un gros spoiler, mais c'est des livres plus loin. Là, elle accouche de 2 enfants. Et puis, à ce moment-là, Paul, il est heartbroken, fait qu'il meurt. Mais en fait, il va dans le désert. Puis il est heartbroken parce qu'elle a accouché de 2 enfants? Non, elle est morte. Elle accouche de 2 enfants, elle meurt après. Excuse-moi, j'ai oublié de le mentionner. Star Wars, j'ai réalisé. Grosse inspiration. Des twins en plus. Il l'a directement pogné de là. Je suis sûr que oui. Shani, elle meurt. Elle accouche de 2 twins, un gars et une fille.
lui, après ça, il est heartbroken parce que Shani est morte. Fait he blinds himself and goes to die in a desert alone. Il devient vert. Non, c'est pas lui, c'est son fils qui devient un vert. C'est son fils qui devient un vert. Et c'est à ce moment-là que sa sœur, à Paul, elle devient importante parce qu'à ce point-là, elle est plus vieille. Puis c'est elle qui devient comme la... Anya Taylor-Joy. Ouais, exactement. C'est elle qui devient l'impératrice, entre parenthèses. OK. Elle fait tuer l'autre. Elle fait tuer la princesse. Puis c'est elle qui devient l'impératrice en attendant que les 2 enfants de Paul deviennent des adultes pour prendre la place de Paul, dans le fond, qui rentre au nouvel empereur. Fait que c'est ça qui arrive dans les livres. Puis c'est vraiment beaucoup l'histoire de Star Wars quand tu y penses, hein? Yep. C'est très, très, très beaucoup l'histoire. En tout cas, fait que c'est ce qui arrive dans les livres. Mais là, est-ce que les films vont se rendre jusque-là? Je pense pas, parce que là t'es rendu genre dans le 6e livre. Fait que d'après moi, il va arrêter avant ça. Denis Villeneuve, il a dit qu'il allait faire un 3e film. Il a dit que le script du 3e film est tout écrit. Généralement, si le script est écrit, c'est parce que ça va se faire tôt ou tard, tu sais. Mais ça sera pas... Dune Messiah. Ouais, exactement. Puis j'ai pas lu la première brique de livre, je l'ai pas fini, mais quelqu'un m'a dit que la fin du 2e film, c'est à peu près aux 3/4 de ce livre-là. Fait qu'il reste du stock encore dedans, plus tout un autre livre au complet, qui est Messiah. Mais que ça aussi, ils ont changé l'ordre un peu des choses. Ouais. C'est plus long avant, parce qu'à la fin du film, on voit qu'ils déclarent la guerre aux autres maisons. Puis apparemment, c'est plus long avant qu'ils fassent ça. Entre la prise de pouvoir et la guerre au reste des maisons, il y a un gap de temps qu'il n'y a pas dans le film. Ça se peut très bien. Encore une fois, moi, je trouve que ça montre le master storytelling de Denis Villeneuve. J'ai vu un esti de bon mime aujourd'hui. C'est quoi? Lady Jessica Gasparinian, 2 heures plus tard. Oh non, mon bébé va avoir une guerre sanglante. I guess we'll have to do it. Don't we all? Il y a personne qui peut stupid-proof en affaire, là. Ouais. Genre, pas moi qui veux ça, là. C'est mon bébé. Ouais. She wants a bloodshed. Non. Ah, ok, bon, mais j'ai pas le choix, tu sais, faut le faire. Le bébé, il dit. Je suis pas rendu là, mais quelqu'un m'a dit que dans le livre, elle accouche tout de suite. Ouais, puis c'est un bébé qui parle. Le bébé, il parle et il est. Je pense que c'est une bonne idée. Il n'a pas fait ça, Denis Villeneuve. Oui. Ça aurait été un peu cartoonesque. Très. Un bébé qui parle, là. Ouais, très. Puis que le bébé tue du monde aussi. Oh oui. Ça aurait été de mauvais goût. Oui, elle se promène, puis elle fait de la philosophie. Elle discute dans le livre, apparemment, qu'il y a des grosses conversations philosophiques entre Elle en fait dans le film. Elle en fait, oui. Elle parle avec sa mère. Oui, c'est ça. Mais imagine dans le film, imagine Timothée Chalamet qui est assis, qui jase avec le fœtus. Ça aurait été vraiment too much. Puis, oui, mais que penses-tu de ça? Encore une fois, c'est pour ça que je praise Denis Villeneuve. Le film aurait pu être absolument horrible, là, parce que il y a des affaires vraiment whack qui se passent dans le livre. Ça aurait pu être vraiment mauvais. Puis je pense, j'ai pas vu lui de 84, mais je pense que c'est ça qui fait que c'est pas bon. Là. Il est allé chercher. Fais attention, des membres de notre auditoire qui l'aiment beaucoup, ce film. Ah ouais? Il y a des gens qui l'ont vu quand il est sorti à l'origine, qui a un cult following de ce film-là. Puis je pense que c'est normal. Parce que, tu sais, Denis Villeneuve est allé avec une esthétique très dark, sérieux, terre à terre, tu sais. Ouais. Relativement. Qui fait très bien. Oui, c'est absolument. Ça, le trademark dans tous ses films, c'est ça. Là, exactement. Sauf que ça aurait pu aller dans une autre direction complètement. Parce que oui, il y a des éléments funky dans l'univers de Dune, puis il aurait pu se baser son esthétique là-dessus, tu sais. Avoir beaucoup plus de couleurs. Puis d'ailleurs, ce que Jodorowsky voulait faire, qui était le gars qui était censé réaliser Dune à l'origine. En 74, je pense, 10 ans bien avant les autres films, bien avant Star Wars, bien avant toutes ces affaires-là. Ce gars-là était censé faire un film de 5 heures. Il y avait tout déjà sa pré-production de fait. Là. Il y avait Orson Welles qui faisait l'empereur. Salvador Dali faisait les décors. Salvador Dali. Ouais. Pink Floyd faisait la trame sonore. Puis il y avait un casting de malade. Il y avait commencé. C'est pas David Bowie qui était dedans, qui était supposé jouer Paul. Non, Paul, c'était le fils de Jodorowsky qui avait joué, qui entraînait depuis l'âge de 4 ans à faire le rôle. Il connaissait les arts martiaux, tout pour que Paul puisse avoir une crédibilité à l'écran. Wow. Fait que ce film-là allait être un labor of love incroyable que s'il avait existé, jamais on aurait eu Star Wars, jamais. Ça aurait changé Hollywood. Ah, c'est sûr. Sauf que les investisseurs ont pull out parce que c'est comme wow! Calme-toi, dude. La raison pour laquelle il a réussi à avoir Orson Welles dans le film. Mais il n'est pas un acteur. Orson Welles, ouais.
Il a fait des... Ah ouais? Oh, il acte des fois. Ben, ouais. Il acte dans ses propres films. Ah, ok, je sais. C'est un bon acteur. Qu'est-ce que je m'en ai dit? Ouais, la raison pour laquelle il réussit à avoir Orson Welles à jouer dans le film, c'est qu'il a son propre traiteur. C'est ça qu'il a demandé. Fait qu'il avait à avoir un propre traiteur 5 étoiles qui venait y faire de la bouffe pendant le tournage. C'est ça qu'il a promis. Puis bon, ben, si tu peux référer les gens, il y a un excellent documentaire qui s'appelle Jodorowsky's Dune. C'est le nom du réalisateur. Je pense que c'est Alejandro Jodorowsky. Il a fait La Montagne Sacrée puis une couple d'autres films fuckés. Bon, il y a un documentaire sur sa vision de Dune qui n'a jamais lieu. Puis on voit des images et concept art des vaisseaux. Puis c'est là que je voulais en venir. Très whack. Ouais. Il y a des couleurs, des formes complètement abstraites. Puis je pense que ça aurait été... J'aimerais ça voir une version de Dune de même. Là, on a la version très greedy, dark, cool. Mais une autre version, à l'autre bout du spectre complètement, ça aurait pu être intéressant qu'un bébé qui parle, whatever. Ouais. Tu peux tout mettre dedans, anything goes. Tu sais, genre, l'univers est complètement wild. Non, c'est spécial. Mais je pense, encore une fois, comme j'ai dit, le livre, il est très... pas vague, mais il y a des détails, mais pas de temps. Fait que je pense que c'est ouvert à beaucoup d'interprétations. Tu peux le voir comme tu veux. C'est pas Borderline, c'est une comédie musicale. C'est oui. Oui, non, vraiment. Oui, il y a de la politique puis du CD assassination puis tout le kit, mais ça pourrait Borderline être ça. Là, la manière que j'interprète la fin du film, du 2, là, du moins, on est encore dans les spoilers, note à moi-même quand je vais faire le montage. La manière que j'interprète la fin, c'est que Paul, il voit le futur maintenant, puis il voit que c'est inévitable qu'il doit assumer le rôle d'empereur s'il veut sauver tout le monde. Il n'y a pas le choix pour garantir le futur des Fremen. Ouais, il voit le futur et le passé aussi. C'est ça. Fait qu'il ça lui donne, il sait qu'il n'y a pas le choix. Il veut pas. C'est pour ça qu'il dit à Shani, just remember, peu importe ce que je vais faire, je t'aime. Puis elle comprend pas ça, elle voit pas le futur. Elle comprend pas ce concept-là. Fait qu'elle est déchirée par son ascension au pouvoir parce qu'il avait promis, hey, mon but, je suis pas un power craving monster, je veux juste être un Freeman puis vivre avec vous autres. Mais là, il comprend qu'il n'y a pas le choix. Je pense que, oui, c'est une propagande qui a été faite par les Bene Gesserit. Ouais. C'est ça. C'est une fausse prophétie, mais qui... Pas vraiment, parce que les autres, ils voient le futur aussi. Puis, ils ont fait ça, mais leur but, eux autres aussi, c'est d'assurer un meilleur avenir. Ouais. Puis, je pense que les Fremen qui croient à cette prophétie-là, ils consomment beaucoup de spice. Les autres aussi doivent avoir des brides de futur. Puis c'est pour ça qu'ils adhèrent à cette prophétie-là, même si c'est fabriqué. Tandis que la plupart dans le film qu'on voit qui adhèrent pas sont plus jeunes. Peut-être qu'ils ont moins de spice dans leur sang, puis ils savent moins qu'est-ce qui peut s'en venir. Moi, c'est une théorie que j'ai l'impression. Ça se peut, Ça donne le feeling que c'est ça. Ça se peut. C'est dit que la prophétie de ça fait pas 50 ans que c'est là. Ça fait genre 10 000 ans là, que c'est implanté là. Fait que... Ah, ben non, pas si longtemps que ça. Ça fait plusieurs milliers d'années. Là. Ça fait très longtemps. Pas à quel point, mais ça fait une couple de générations. Là, ça fait très, très, très longtemps qu'ils attendent le mois libre. Là, encore une fois, je n'arrête pas de dire ça. Dans le livre, c'est tout le temps des affaires vagues comme ça fait 100 générations. Ça fait. On n'a aucune idée c'est quoi l'espérance de vie dans ce genre-là. C'est biblique. C'est borderline biblique. C'est tout le temps des termes un peu vagues dans le même. Mettons, dans Star Wars, peu importe, ça va être dit là, tant d'années ou en telle année exacte. Il y a des années exactes dans le Dune aussi. Mais c'est comme ça fait 50 générations que que les Fremen souffrent sous les Harkonnen. C'est comme. Combien de temps, ça? 80 ans? 800 ans? Genre, c'est what is that? Je vais faire mon sponsorship dedans, personnel. Allez voir Dune si vous ne l'avez pas déjà vu. Au cinéma, moi, personnellement, c'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Je suis en train de réfléchir sérieusement. Je le mets dans mon top 3. Là, moi, c'est tout le temps Forrest Gump, c'est avec Private Ryan, puis Lyon. Je suis en train de demander si j'en déclasse un pour mettre lui à la place parce que le film est absolument incroyable et majestueux. Puis même si vous n'aimez pas ça, allez encourager un Québécois au box-office. Je sais pas comment d'autres. Moi, c'est ça que je dis au monde. Je dis, même les gens, des fois, qui sont comme pas sûrs, parce que des fois, ils n'ont pas vu le premier, puis tout, je leur dis, ben, tu sais, vous allez encourager un Québécois. Ah, ok, oui. Encourager un Québécois, puis encourager un changement à Hollywood. Oui. Parce que ça, c'est le genre de film qu'un Hollywood, il y a 5 ans, n'aurait pas fait. Non. Hollywood sont pognés dans leurs pantoufles avec les super-héros, puis la sci-fi cheap. Là. Ça, c'est une vision artistique qu'on demande à avoir depuis plusieurs années, quand on est tanné des films de super-héros, tout ça, ben t'as des films comme Dune qui viennent réparer ces bobos-là. Fait que si vous voulez avoir une industrie de cinéma plus intéressante, plus variée, honnêtement, encouragez ce film. Ça vaut la peine.